Il pleut des missiles ukrainiens en Russie. L'Ukraine a déclenché une véritable tempête de missiles si massive qu'elle a obscurci le soleil en Russie. Les bases brûlent. Un paysage d'enfer s'est formé partout en Russie, car tout ce qu'il reste de certains de ses atouts militaires les plus précieux, c'est une terre brûlée, et le souvenir terrifiant de ce que l'Ukraine vient de déchaîner. La machine de guerre de Poutine l'a été déchirée alors que l'Ukraine a frappé tout, des usines de missiles aux usines de drones. Ces frappes étaient massives. Et elles ont eu lieu tout au long du mois de février. Et elles commencent dans les régions occupées de Donetsk, où l'Ukraine a lancé des missiles Atakims, fabriqués aux États-Unis, pour détruire complètement les plans offensifs de la Russie, à la fois à Donetsk même, et dans l'oblast voisin de Zaporizhia. RFU News rapporte ce que l'Ukraine vient d'accomplir, en notant que l'Ukraine a utilisé ses puissants missiles américains pour frapper au cœur de la 5e armée interarmes russe, près de la localité de Novapetrivka, dans la région occupée de Donetsk. Cette armée supervise les forces russes, qui opèrent dans le sud de l'Ukraine, avec un accent particulier sur Ouliapola et la direction de Zaporizhia. L'Ukraine a réagi à la présence de la 5e armée interarmes en utilisant un missile puissant, avec une ogive de 230 kg, suffisant pour détruire centres de commandement, de contrôle et autres cibles fortifiées. L'Ukraine a frappé un centre de commandement à Donetsk, selon le magazine Military Watch du 25 février, lors d'une attaque simultanée qui comprenait également des frappes contre des dépôts de munitions, des points de contrôle de véhicules aériens sans pilote et un poste de commandement et d'observation distinct. L'Ukraine a réutilisé les missiles Atacms après plusieurs mois, alors qu'on pensait qu'elle avait épuisé ses missiles américains. La dernière utilisation de cette arme par l'Ukraine date du 18 novembre, lors d'une frappe dans la région de Voronej, en Russie. La Russie pensait que ce serait la dernière fois, mais non. Un centre de commandement a été paralysé à Donetsk, et ce n'est que le début des ennuis pour la Russie. Restez avec nous, nous allons couvrir une série de frappes ukrainiennes qui iront plus loin et frapperont plus fort que cette attaque d'attaque MS. Mais en restant un instant à Donetsk, ce que l'Ukraine a fait avec sa frappe aux attaques MS, c'est ralentir les forces russes, alors qu'elles se concentrent de plus en plus sur Zaporizhia et le secteur sud. Les deux devraient être ciblés lors de la prochaine offensive de printemps, accompagnée d'une autre opération où la Russie engagerait 100 000 soldats pour une percée plus profonde dans l'est de l'Ukraine. Un responsable ukrainien a affirmé le 1er mars que le Kremlin avait un plan ambitieux pour capturer 4 capitales régionales de l'Ukraine. Sur la liste russe figure la ville de Zaporizhia elle-même, ainsi que Kherson, Mykolaïv et Odessa. La Russie a également encore des plans vagues pour créer une zone tampon dans les régions de Kharkiv et Soumy en Ukraine, ce que la Russie n'a absolument pas réussi à faire lors de son offensive de l'été 2025. Les missiles Atakems ukrainiens ont visé un poste de commandement clé soutenant les offensives prévues de la Russie. Les contre-attaques dans la région de Zaporizhia ont aussi forcé les Russes à quitter des points de lancement clés pour l'offensive du Sud. Selon RBC Ukraine, le contrôle a été rétabli sur 300 km², soit environ 115 miles carrés de territoire, dans les directions de Ouliapola et de Zaporizhia en Ukraine en février. La frappe d'attaque MS fin du mois complique l'organisation des soldats russes et la reprise du territoire. Et ce n'est qu'un début. Des missiles ukrainiens ont été lancés partout. Nous allons ensuite aborder une série de frappes ukrainiennes visant à détruire l'écosystème de drones russes durant février. Ce ne sont pas les seuls aspects de la puissance aérienne russe détruits par les missiles ukrainiens ce mois-ci, mais nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Premièrement, les drones russes ont vraiment peiné en février. Alors que le centre de commandement à Donetsk était réduit à une marque noircie, l'Ukraine lançait aussi des missiles sur l'aérodrome de Kapta, en Crimée occupée. Sur le front des drones, cet aérodrome était une cible parce que la Russie est connue pour lancer ses drones Shahed à longue portée sur le territoire ukrainien depuis ce même aérodrome. D'après le Kiev Post, ce site de lancement de drones a été créé fin septembre 2025 menaçant plusieurs grandes villes ukrainiennes. Le média mentionne Mykolaïv, Kherson et Odessa, que vous reconnaîtrez peut-être d'après les déclarations des responsables ukrainiens, selon lesquelles la Russie va se concentrer sur ces grandes villes régionales en 2026. Le problème de l'Ukraine n'était pas le lancement de Shaheds par la Russie, et elle le fait depuis la majeure partie de la guerre. Le problème ukrainien est que l'aérodrome de Katcher est bien plus proche de l'Ukraine que la plupart des sites russes utilisés jusqu'ici pour lancer des drones. Des sites plus proches réduisent le temps de vol des Shaheds. Avec des temps de vol plus courts, les défenses ukrainiennes ont moins de temps pour réagir, et les Shaheds risquent moins de dévier de leur trajectoire. Lorsque les missiles ukrainiens ont frappé l'aérodrome de Kachar,
c'était précisément parce que l'Ukraine essaie d'éliminer cette menace de drones nouvellement développée. Un site de lancement de drones en feu n'est d'aucune utilité pour les forces russes. Et, comme petit bonus, cette dernière frappe sur Kachar fait suite à une attaque à la mi-décembre, au cours de laquelle l'Ukraine a détruit un avion de transport militaire AN-26. L'Ukraine envoie un message clair à Poutine avec ce type d'attaque. La Crimée est vulnérable, et l'Ukraine va tout faire pour détruire les offensives de drones russes. Pour illustrer ce message, Katcha n'était pas la seule cible liée aux drones détruites par l'Ukraine avec ses missiles et ses drones en février. RFU News indique aussi que l'Ukraine a tiré des projectiles vers une usine en Tatarstan, région de la Fédération de Russie. Il y avait une petite touche d'ironie dans cette frappe. L'Ukraine a utilisé des drones pour attaquer l'usine du Tatarstan avec des appareils qui ressemblaient justement aux drones du type Shahed que cette usine fabrique. La Russie a donc vu une image miroir voler vers elle. Mais cette image, elle, a explosé, détruisant l'illusion que la Russie était en avance sur l'Ukraine concernant les drones longue portée. Et pendant que tout cela se passait, nous pouvons retourner dans la région de Zaporizhia. Là-bas, l'Ukraine a également frappé un dépôt de stockage et d'équipement situé près de la localité de Vassilievka. Ce dépôt était lié à l'unité Rubicon, probablement la seule force sans pilote russe apte à rivaliser avec les opérateurs d'élite ukrainiens. Radio Free Europe Radio Liberty a mené une enquête approfondie sur l'unité Rubicon en septembre 2025, révélant comment elle sème le chaos parmi les troupes ukrainiennes. Rubicon est unique pour la Russie car l'unité est divisée en plusieurs sections. Rubicon est devenu l'unité technologique d'élite de la Russie en Ukraine et dans les régions frontalières, en veillant à ce que chaque opérateur utilise le drone le plus adapté à ses compétences. Ceux qui excellent avec les drones FPV, qui sont des drones à courte portée utilisés en première ligne, se consacrent à cette spécialité. D'autres opérateurs de Rubicon contrôlent les drones Shahed lancés depuis les zones occupées d'Ukraine vers les villes et infrastructures énergétiques ukrainiennes. Rubicon co-conçoit et teste de nombreux drones qu'utilisent Rubicon et les autres unités russes de drones. En résumé, Rubicon est un acteur clé pour la Russie. Les frappes ukrainiennes à Vassilievka privant la Russie des drones de cette unité. Même le meilleur opérateur de drones est inutile sans une machine de mort volante à l'autre bout de sa télécommande. Ce que nous avons constaté avec cette série de 3 frappes ukrainiennes centrées sur les drones, c'est une focalisation claire à la fois sur les points de lancement et les chaînes d'assemblage de l'ensemble du dispositif russe de drones. L'objectif de l'Ukraine ici est de réduire le taux de tir de drones russes sur l'ensemble des lignes de front, tout en protégeant ses centres urbains et ses infrastructures contre les drones de type Shahed à longue portée que la Russie lance en grand nombre contre l'Ukraine. Quand nous disons massif, nous le pensons. Le 1er mars, Pravda a relayé des propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les Ukrainiens subissent des milliers de frappes russes, avec diverses armes. Rien que pendant la dernière semaine de l'hiver, la Russie a utilisé plus de 1720 drones d'attaque, près de 1300 bombes aériennes guidées, et plus de 100 missiles de différents types contre l'Ukraine, a révélé Zelensky, en évoquant la dernière semaine de février. Le président ukrainien a également déclaré que la Russie avait lancé près de 19 000 drones d'attaque contre l'Ukraine pendant les 3 mois d'hiver, de décembre à février, ce qui représente environ 6 333 par mois. Un nombre massif de drones submerge les défenses aériennes ukrainiennes et détruit son infrastructure énergétique. En février, l'Ukraine a lancé une vaste attaque de missiles pour réduire la capacité de la Russie à lancer de nombreux drones. Tout comme les propres missiles de la Russie, que nous avons mentionnés plus tôt dans la vidéo. Nous sommes sur le point de révéler ce que l'Ukraine a fait pour nuire à la stratégie basée sur les missiles de la Russie. Avant tout, petit rappel, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur ce bouton afin de rester à la pointe de l'actualité. Ensuite, nous nous rendons à l'usine de Votkinsk, située dans la République d'Oudmourtie, à environ 1400 km, soit 870 miles de l'Ukraine. Poutine pensait que l'usine serait protégée. Peu importe la défense de l'Ukraine, elle n'aurait jamais ce type d'arme. Celle-ci pourrait parcourir près de 1400 km jusqu'à Votkinsk et frapper directement une installation chargée de fabriquer des missiles balistiques Iskander, des missiles hypersoniques Oreshnik et plusieurs autres projectiles dévastateurs que la Russie lance contre l'Ukraine depuis le début de l'invasion brutale de Poutine. Poutine avait tort, l'Ukraine a le Flamingo. Et vers la fin février, cet hybride incroyablement puissant de technologie de drones et de missiles a pris son envol. 1400 km, c'était rien pour une arme qui a une portée de 3000 km, soit 1864 miles.
et une fois que les missiles Flamingo de l'Ukraine sont arrivés à l'usine de Votkinsk, ils ont frappé avec une fureur immense, du genre que seule une arme transportant une ogive de 1150 kg, soit plus de 2530 livres, peut délivrer. Votkinsk n'avait aucune chance. Selon des rapports, une salve de missiles ukrainiens a détruit un atelier traitant des pièces métalliques pour des missiles balistiques et hypersoniques russes. Lors de son reportage en direct sur l'attaque de Votkinsk par l'Ukraine le 21 février, la BBC a diffusé des images satellites montrant d'importants dégâts sur le site. Nous voyons un grand trou dans le toit de l'atelier visé par l'Ukraine, suggérant que Flamingo a pénétré avant de libérer sa puissante ogive dans une installation destinée à garantir à la Russie un approvisionnement continu en missiles. Il y a eu encore plus de frappes menées par l'Ukraine au cours du mois de février, que nous allons aborder dans un instant. Mais cette attaque contre Votkinsk est sans doute la plus importante. Aussi destructeurs soient les drones russes, ce sont les missiles qui causent la majorité des destructions aériennes infligées par la Russie à l'Ukraine. En janvier, la Russie a mené une attaque nocturne de missiles contre l'Ukraine, incluant l'hypersonique Orechnik. C'était seulement la deuxième fois que la Russie utilisait son missile terrifiant, capable d'atteindre des vitesses de plus de 13 000 km à l'heure, soit 8 000 miles par heure. C'était un rappel dévastateur que, malgré ses erreurs en Ukraine, la Russie dispose encore de missiles très puissants, capables de causer d'énormes dégâts. La Russie a aussi accru ses frappes de missiles sur l'Ukraine. Dans la même déclaration sur le nombre de drones lancés par la Russie contre l'Ukraine cet hiver, Zelensky a aussi indiqué que 738 missiles avaient été envoyés vers l'Ukraine. Cela représente environ 246 missiles par mois, soit une moyenne d'environ 8 par jour. Il semble que la situation se soit encore aggravée en février également. Le 1er mars, le Moscow Times a indiqué que la Russie avait lancé plus de missiles sur l'Ukraine en février que lors de tout autre mois des 3 dernières années. L'Ukraine a dû faire face à une augmentation de 113% des attaques de missiles par rapport aux 135 missiles que la Russie a lancés en janvier, ce qui suggère que la Russie puise dans ses stocks pour une campagne aérienne Shokuna destinée à paralyser l'Ukraine. Dans ce contexte, l'attaque ukrainienne sur Votkinsk prend plus d'importance. La Russie doit ralentir sa stratégie de missiles tant qu'elle ne peut pas en fabriquer plus comme ceux de février. L'alternative pour Poutine est d'épuiser les stocks de missiles de son pays, ce qui ferait qu'il ne resterait plus rien jusqu'à ce que Votkinsk soit de nouveau opérationnel. Bien sûr, l'Ukraine surveillera également les travaux de réparation à Votkinsk. Il ne serait pas surprenant de voir le Flamingo reprendre son envol lorsque la Russie sera près d'avoir réparé les dégâts causés par l'Ukraine sur le site. La tempête de missiles ukrainienne a frappé les capacités russes en matière de drones, de missiles et de commandement. Dans la plupart des pays, cela aurait suffi. La machine de guerre russe, déjà affaiblie par de nombreuses frappes, mais pour l'Ukraine, comme nous l'avons dit plus tôt, il n'y a jamais trop de frappes contre le pays qui tente de lui enlever sa souveraineté. En février, plus de missiles et de drones ont visé des cibles stratégiques en Russie et dans les territoires occupés depuis l'Ukraine. Concluons par un récapitulatif des accomplissements de l'Ukraine à la fin du mois. D'abord, la région russe de Saransk a subi des frappes d'armes ukrainiennes à longue portée. Là-bas, l'Ukraine a attaqué une usine fournissant de l'électronique de puissance pour des systèmes militaires russes. L'usine Progress de Tcheboksary a encore été incendiée après des frappes ukrainiennes antérieures, l'ayant déjà mise hors service. Des dégâts ont été signalés, et les habitants ont partagé sur les réseaux des images de vastes panaches de fumée noire sortant de l'usine après la frappe ukrainienne. À Perm, l'Ukraine a de nouveau frappé, visant l'usine chimique Metafrax. L'attaque a causé plusieurs explosions et potentiellement endommagé des produits chimiques utilisés par la Russie pour fabriquer des missiles. Il y avait probablement du méthanol, de l'hexamine, de la formaline, des résines synthétiques et d'autres produits chimiques aidant la Russie à fabriquer des équipements essentiels pour ses soldats en Ukraine. D'autres frappes ont suivi. L'Ukraine a aussi tiré sur Michelinsk en Russie, touchant une autre usine Progress. Cette installation fabriquait des systèmes de navigation et des gyroscopes, entre autres composants, et il n'est pas nécessaire d'être un génie pour deviner le type d'armes pour lesquelles la Russie a besoin de ces composants. D'autres missiles russes ont été abattus lors de l'attaque. Le même résultat a été obtenu lors d'une attaque ukrainienne à Ryudkino, en Russie. Cette fois, l'Ukraine a détruit une usine produisant des composants de carburant pour les missiles de croisière Kh-55 et Kh-101, fréquemment utilisés par la Russie lors de bombardements massifs contre l'Ukraine. Nous commençons à manquer de souffle, mais l'Ukraine n'est pas encore à court de frappe. À Nevenomysk comme à Voskrossiensk, l'Ukraine a attaqué des usines chimiques qui produisent des précurseurs d'explosifs.
À Rostov-sur-le-Don, l'Ukraine attaque le complexe industriel M-Pils, déclenchant des incendies qui ont touché aussi les infrastructures ferroviaires et les réservoirs de pétrole du site. Ce n'est pas tout. L'usine Atlante Aero à Taganrog, produisant les drones Orion et des systèmes de guerre électroniques russes, a été touchée. Des usines d'électronique et de matériaux à Penza, Kazan et Yelek ont aussi été visées par des drones et missiles ukrainiens. Enfin, l'Ukraine a aussi déclenché un incendie dans un chantier naval à Nijni Novgorod et à l'usine de caoutchouc synthétique d'Yefremov, qui fournit à la Russie des polymères nécessaires à ses explosifs et à son propergol solide. Il me faudrait presque 1 minute pour me remettre après avoir résumé tout cela. Ce que nous voyons ici avec tout cela, c'est une stratégie d'attrition en plusieurs couches, qui a été dynamisée par l'apparition de missiles comme le Flamingo, ainsi que par ce qui semble être l'arrivée de plus de missiles ATA-CMS fabriqués aux États-Unis en Ukraine. Chaque frappe évoquée visait à détruire la capacité de la Russie à faire la guerre. Au lieu de seulement éliminer troupes et matériel, ce que l'Ukraine fait aussi très bien, elle détruit la machine de guerre russe de l'intérieur. Des missiles disparus, des drones détruits, des installations clés permettant à la Russie de fabriquer ses armes sont en feu, peut-être définitivement hors service grâce à la puissante stratégie aérienne ukrainienne. Un pays qui a déjà maîtrisé l'usure défensive, comme en témoigne le fait que la Russie a perdu plus de 1,26 million de soldats face à la défense ukrainienne, utilise désormais une stratégie d'usure offensive. L'Ukraine a commencé tout cela en 2025. Sierski l'a clairement dit en faisant le bilan de l'année, déclarant « Cette année a prouvé que nous sommes capables d'épuiser systématiquement l'ennemi et de réduire considérablement son potentiel. Les forces de défense ont empêché l'agresseur de mettre ses plans à exécution, conservé les positions stratégiques ukrainiennes et préparé le terrain pour de futures opérations des forces armées ukrainiennes. En 2026, l'Ukraine a accéléré sa stratégie d'usure. En février, des installations et points militaires clés en Russie et territoires occupés ont brûlé. Maintenant, Poutine doit se demander ce que le reste de 2026 lui réserve, et à son invasion en échec. La stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine affaiblit la Russie depuis plus d'1 an. Mais cette stratégie était freinée, car l'Ukraine utilisait des drones longue portée sans assez de puissance de feu pour causer des dégâts durables. Ce n'est plus le cas. L'Ukraine a dévoilé sa stratégie géniale, rose, pour obtenir une victoire totale sur la Russie. Le Flamingo s'envole et va bientôt mettre fin à la Russie pour toujours. Cette nouvelle stratégie combine puissance et précision, missiles et drones, frappe en profondeur et destruction totale de la machine de guerre russe. Et nous avons vu l'exemple parfait de la stratégie rose de l'Ukraine en action le 21 février. À ce moment, l'état-major général ukrainien a confirmé l'usage de ces missiles Flamingo contre l'une des cibles russes les plus précieuses. La menace rose de l'Ukraine a parcouru plus de 1400 km, soit 870 miles, pour atteindre directement l'usine de missiles de Votkinsk dans la République d'Oudmourtie, en Russie. L'attaque a été dévastatrice, comme le souligne une analyse image par image des images capturées des missiles Flamingo ukrainiens traversant l'usine, publiée par Defense Express. Ces images montrent le Flamingo frappant avec une grande précision, signe d'un système de guidage activé en phase terminale, en complément de ceux le dirigeant sur des centaines de miles jusqu'à sa cible. Le Flamingo semble aussi avoir un pouvoir de pénétration. Les images montrent l'un des missiles ukrainiens frappant le mur d'un atelier à Votkinsk, suivi de 2 éclairs très distincts visibles de l'autre côté du bâtiment. En d'autres termes, le Flamingo n'a pas explosé à l'impact. Il est entré à l'intérieur de la cible puis a explosé, maximisant ainsi les dégâts causés. L'onde de choc a traversé tout l'atelier, selon Defense Express, causant des dommages internes assez importants pour détruire l'installation. C'est la nouvelle stratégie rose qui est en action. Une prophétie destructrice concernant l'avenir de la Russie, que nous aborderons dans quelques minutes. Avant cela, l'attaque de l'Ukraine a mieux réussi que ce que la Russie veut faire croire. Des images satellites publiées par la BBC mettent en évidence l'énorme trou créé dans l'un des ateliers de Votkinsk, montrant que l'Ukraine a frappé directement une usine qui produit certains des missiles les plus importants de la Russie. Les missiles Iskander, Yars, Bulava et Oreshnik seraient tous produits dans cette usine, et comme le rapporte Defense Express, les lumières étaient allumées lorsque les missiles Flamingo de l'Ukraine sont arrivés. Les Russes étaient déjà là quand les engins roses ont frappé. Quand Flamingo est arrivé, les missiles sont arrivés en masse. Après la frappe, le président Volodymyr Zelensky a salué la nouvelle stratégie rose de l'Ukraine. Selon Pravda,
Zelensky a affirmé que tous les missiles tirés par l'Ukraine sur la principale usine de missiles russe ont atteint Votkinsk. Cela indique que la Russie manque de défense aérienne pour stopper la nouvelle arme ukrainienne sur de grandes parties de son territoire. Je ne préciserai pas combien de missiles Flamingo ont été utilisés cette fois-ci. Certains ont été interceptés par la défense aérienne russe, d'autres non, et il y a eu des frappes directes. L'essentiel, c'est que tous les missiles lancés ont atteint leur cible, a déclaré Zelensky. La qualité et la précision distinguent le Flamingo, affirme le président ukrainien. Et nous avons vu les résultats des deux le 21 février. Mais ce que nous avons également vu, c'est que l'Ukraine a accompli quelque chose qu'elle n'avait jamais accompli auparavant. Les frappes en profondeur ne sont certainement pas une nouveauté pour le pays. 2025 à elle seule a été l'année où les drones longue portée de l'Ukraine ont connu plus de succès que jamais auparavant, détruisant au passage l'infrastructure de raffinage pétrolier de la Russie. À un moment donné, en 2025, l'Ukraine avait mis hors service environ 38% de la capacité de raffinage de la Russie, presque uniquement grâce à ces drones longue portée. C'était un bon résultat pour l'Ukraine, mais c'est quelque chose qui peut toujours être amélioré, et c'est là que la stratégie rose entre en jeu. L'Ukraine a réalisé à Votkinsk une première pendant la guerre, malgré l'utilisation antérieure de missiles Flamingo avant le 21 février. C'est selon Fabian Hoffman, qui est chercheur doctorant à l'université d'Oslo. Hoffman, membre d'une institution spécialisée dans la technologie des missiles et la politique de défense, affirme au Kiev Independent que ce qui s'est passé le 21 février était inédit venant de l'Ukraine. L'attaque dans la nuit du 20 au 21 février est la première où l'Ukraine frappe directement une cible majeure de l'industrie des missiles russes avec un missile lourd, explique Hoffman aux médias. Ce qui était autrefois une stratégie axée principalement sur les drones a connu une amélioration majeure. L'Ukraine prévoit, en rendant son plan plus ambitieux, d'ajouter des armes lourdes comme le Flamingo à ses drones pour élargir ses options d'attaque en profondeur. De vastes essaims de drones et de missiles Flamingo pourraient aider l'Ukraine à submerger plus aisément les défenses aériennes russes. Le Flamingo pourrait aussi cibler les secteurs clés de la défense russe, tandis que les drones continuent d'affaiblir la production d'énergie et d'autres actifs moins protégés. C'est la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine, mais pas telle que vous la connaissez. Nous détaillerons cette stratégie et sa signification pour la Russie plus tard. Un autre exploit réalisé par l'Ukraine le 21 février a été le déclenchement d'une alerte aux missiles sans précédent qui a retenti dans toute la Russie. Le Kiev Independent a rapporté cela le 27 février, en notant que Votkinsk était loin d'être la seule cible de l'Ukraine le 21 février. Un nombre stupéfiant de 13 régions russes ont émis des alertes aux missiles, certaines étant aussi éloignées que l'oblast d'Orenbourg, qui se trouve dans le sud de l'Oural, et à environ 1000 km, soit plus de 620 miles de l'Ukraine. 8 des 13 régions ont dû lancer des alertes aux missiles pour la première fois depuis l'invasion brutale de l'Ukraine par Poutine. Parmi tous les missiles Flamingo lancés par l'Ukraine vers la Russie le 21 février, un seul a été confirmé abattu par la Russie. Au moins c'est une confirmation, du côté russe. Les autorités de Tchouvachi déclarent avoir abattu un Flamingo avec leur système de défense aérienne. Un autre missile ukrainien a dévié, selon le Kiev Independent, confirmant ainsi les propos de Zelensky dans la vidéo. Le décollage de Flamingo n'est pas la seule chose qui devrait effrayer Poutine. C'est que Flamingo fait précisément ce pourquoi il a été conçu. Le rose est le nouveau noir pour l'Ukraine, et Flamingo devient vite l'arme que le pays a toujours dit qu'il était. Après avoir été annoncé à l'été 2025 les nouvelles concernant Flamingo et son développement, se sont faites discrètes pendant un certain temps, avant que l'Ukraine ne commence à le déployer contre la Russie. Mais ce que nous avons appris sur les missiles ukrainiens, qui pourraient peut-être être plus précisément classés comme un hybride drone-missile, c'est qu'ils sont plus rapides et bien plus puissants que les drones longue portée qu'a utilisé l'Ukraine pendant une grande partie de 2025. Ces drones peuvent généralement atteindre des vitesses comprises entre 250 et 350 km/h, soit 155 à 217 miles par heure, ce qui, en théorie, les rend plus faciles à abattre que les missiles. Le nombre de frappes réussies par l'Ukraine avec ces drones montre qu'il n'est pas aussi facile de s'en défendre que la Russie l'espérait. Pourtant, Flamingo présente une menace bien plus grande. Il peut atteindre des vitesses subsoniques d'environ 900 km/h, soit 560 miles par heure, et il peut maintenir cette vitesse sur une distance impressionnante de 3000 km, soit environ 1860 miles. À son arrivée, Flamingo ne transporte pas une simple ogive comme un drone longue portée classique. Ce ne sont pas quelques kilogrammes de puissance de feu qui frappent des endroits comme Votkinsk.
Chaque Flamingo possède une ogive de 1150 kg, soit environ 2500 livres, selon l'Institut international d'études stratégiques, ou IISS. Donc, ce n'est pas une arme à longue portée ordinaire. Selon l'IISS, c'est l'un des plus grands systèmes de missiles de croisière à lancement terrestre au monde, et l'un de ceux qui ont la plus longue portée. Il a aussi été conçu pour être très économique. Bien que l'Ukraine n'ait pas révélé le coût précis de production, il semble probable que la nouvelle arme puissante de l'Ukraine coûte environ 500 000 $ par unité à fabriquer, ce qui est bien en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre pour un missile de croisière. Le Tomahawk américain, par exemple, coûte environ 1,4 million de $ par unité ou plus, et même les variantes à plus longue portée ont une portée inférieure d'environ 300 miles à celle du Flamingo. C'est un euphémisme de dire que le Flamingo est une amélioration par rapport aux drones ukrainiens. Cette amélioration permet des frappes en profondeur, mais pas telles qu'on les connaissait jusque-là du côté ukrainien. Avant d'aborder le sujet, abonnez-vous à l'émission militaire si vous aimez ce type d'analyse. Nous analysons cela chaque semaine. Hoffman explique ce que le Flamingo apporte de plus que les drones ukrainiens, et son avis rejoint l'analyse de Défense Express mentionnée plus tôt dans la vidéo. Un drone longue portée explose généralement sur les couches extérieures, alors qu'avec le Flamingo, vous avez de bonnes chances qu'il pénètre d'abord dans la cible avant d'exploser, ce qui maximise les dégâts. Ainsi, précise Hoffman, c'est bien plus douloureux qu'avec un drone longue portée. C'est surtout cette nouvelle stratégie rose de l'Ukraine qui pose un vrai problème à la Russie. L'Ukraine dispose désormais d'une arme plus puissante que le reste de son arsenal, capable d'atteindre profondément la Russie, mettant dans le viseur de l'Ukraine des cibles que Poutine n'aurait jamais cru vulnérables, et, comme à Votkinsk, elle frappe précisément ce qu'elle vise. Même après des centaines de miles. L'Ukraine a renforcé ses capacités de frappe en profondeur. Ces frappes modifient directement les positions russes dans la guerre, souligne le Conseil national de sécurité et de défense ukrainien. Nous le voyons encore à Votkinsk. La neutralisation par l'Ukraine d'une ligne clé de production de missiles, même temporaire, provoque en Russie un effet d'entraînement qui devient raz-de-marée en Ukraine. Les missiles ne sont plus fabriqués. La Russie doit ainsi utiliser ses stocks actuels pour ses frappes à longue portée. Après l'épuisement de ces stocks, la Russie ne pourra plus frapper l'Ukraine à distance. Sur le terrain, cela signifie que les soldats sont obligés d'attaquer des défenses qui n'ont pas été affaiblies par les missiles russes, ce qui permet à l'Ukraine de monter une défense plus solide. En raison de cette défense, davantage de soldats russes meurent, s'ajoutant au total d'1 266 000 pertes que la Russie a subies jusqu'à présent lors de son invasion. Cela n'a rien de nouveau en ce qui concerne ce que l'Ukraine essaie d'accomplir avec sa stratégie de frappe en profondeur. Mais ce qui est nouveau, c'est la puissance que la stratégie rose met en jeu. Avant, l'Ukraine ne pouvait retirer qu'1 ou 2 rouages de la machine de guerre russe, mais elle peut maintenant en éliminer des parties entières. Les pertes de capacité temporaire peuvent devenir permanentes avec Flamingo. Les sites inaccessibles aux drones ukrainiens, tels que l'usine de missiles Votkinsk, deviennent vulnérables. Soudain, Poutine et ses acolytes du Kremlin font face à une nouvelle arme, déjà éprouvée et capable d'atteindre ses cibles, qui, plus inquiétant pour la Russie, semble moins vulnérable aux défenses aériennes russes que Poutine ne le pensait. Cette nouvelle stratégie rose offre aussi à l'Ukraine une grande marge de manœuvre pour les négociations de paix avec la Russie. En décembre, le contributeur de Forbes Vikram Mittal a noté que l'intensification des frappes de drones ukrainiens en profondeur observée au cours de la seconde moitié de 2025 avait déjà grandement affaibli la Russie. Ces frappes de drones ont affaibli la capacité de la Russie à mener une guerre durable. Elles agissent à plusieurs niveaux, ciblant les forces russes, limitant leur approvisionnement et réduisant les ressources pour financer soldats et équipements, explique Mittal. Il ajoute que l'Ukraine peut utiliser le succès de ses frappes de 2025 pour démontrer sa capacité à toucher des cibles stratégiques au cœur de la Russie lors des négociations de paix. Imaginez cet avantage, mais bien plus puissant. L'Ukraine ne se limite plus à frapper des cibles stratégiques. L'Ukraine peut frapper ces cibles avec une arme pouvant les rayer complètement de la carte. Le chercheur principal du musée de l'aviation d'État, Valery Romanenko, l'a peut-être le mieux résumé lorsqu'il s'est exprimé à Radio NV en août dernier. Ainsi, si elle frappe une installation militaro-industrielle russe produisant des armes utilisées contre l'Ukraine, 2 frappes directes suffiraient à la mettre hors service, pendant au moins 1 an. La frappe créerait un cratère de 20 mètres de diamètre, affirme Romanenko. Cela met l'Ukraine au même niveau que les Russes.
Romanenko précise aussi que la stratégie rose de l'Ukraine place désormais environ 90% du complexe militaro-industriel russe à portée de l'Ukraine. Grâce à d'autres améliorations, le Flamingo pourrait aussi éliminer les 10% restants, dont les usines de fabrication des avions de chasse Su-34 que la Russie utilise pour bombarder l'Ukraine avec ses propres missiles. En aparté, Romanenko a aussi expliqué comment l'Ukraine pourrait frapper Votkinsk en août. 6 mois plus tard, le Flamingo a fait exactement ce que les experts en aviation avaient annoncé. Voilà ce que signifie en théorie la stratégie rose. L'Ukraine peut présenter le Flamingo et dire « Voici une arme que Poutine n'aurait jamais cru possible, capable de réduire la puissance militaire russe de façon inédite. » Les dégâts déjà importants infligés à la machine de guerre russe deviennent un massacre pour la capacité de Poutine à mener la guerre. Et sur le plan budgétaire, des frappes plus lourdes signifient plus d'argent perdu et encore plus à dépenser pour les réparations. Mais il faut aussi considérer l'aspect pratique de la stratégie rose. Malgré sa puissance, le Flamingo n'est pas une arme parfaite. Il peut être abattu, comme l'ont montré la Russie et Zelensky après la frappe de Votkinsk. Ce fait pourrait pousser l'Ukraine à adopter la stratégie russe de frappe à longue portée, saturer les défenses aériennes avec des drones pour que ces missiles puissants atteignent leur cible. Mittal a évoqué cette stratégie, qui dépendra fortement de la production si l'Ukraine veut l'appliquer. Nous y reviendrons dans un instant. D'abord, Mittal souligne que la stratégie combinée de missiles et de drones de la Russie, qu'elle a largement utilisée durant la seconde moitié de 2025, présente des avantages qui en font l'une des rares tactiques russes que l'Ukraine aurait intérêt à imiter. Mittal cite une frappe du 2 octobre qui a impliqué 7 missiles balistiques, Iskander-M, 7 missiles de croisière, KH 5969 et 21 missiles de croisière, Iskander-K. Tous ces missiles ont pénétré en Ukraine, en même temps que 381 drones lancés depuis les régions frontalières, ce qui a eu pour résultat que 78 drones et 18 missiles, y compris tous les missiles balistiques Iskander-M, ont atteint leur cible. Mittal explique que cette frappe montre que la Russie a adopté une nouvelle stratégie, lançant moins d'attaques, mais des offensives coordonnées plus importantes contre l'Ukraine. En associant ces attaques survenant plusieurs fois par mois aux assauts quotidiens de drones, la Russie submerge les défenses aériennes ukrainiennes, permettant à ses missiles les plus puissants de percer. C'est une stratégie que la Russie utilise pour semer le chaos dans les villes et les infrastructures de l'Ukraine. Maintenant, la stratégie rose est prête à apporter une certaine revanche. Ce que nous pourrions commencer à voir, de la part de l'Ukraine, c'est que le pays conserve un grand nombre de missiles Flamingo, tout en continuant d'attaquer la Russie avec des drones. Quand les stocks de Flamingo sont suffisamment élevés, des attaques massives, comme celle du 21 février, sont lancées, et Flamingo a plus de chances d'atteindre ses cibles. Votkinsk a été gravement endommagé par une telle frappe, donc nous pensons que l'Ukraine agira de façon similaire durant la première moitié de mars. Cependant, la production doit suivre pour que la stratégie rose atteigne son potentiel. L'Ukraine semble en bonne voie pour obtenir les drones nécessaires. Selon Zelensky, l'Ukraine a construit au moins 30 000 drones, longue portée en 2025, donc on peut donc raisonnablement supposer qu'elle atteindra un nombre similaire ou supérieur en 2026. 30 000 drones par an, cela représente 2500 drones par mois. Même si ce n'est pas au niveau de la production mensuelle russe de drones, cela devrait suffire à submerger les défenses aériennes dans les zones stratégiques que l'Ukraine visera avec Flamingo. Hoffman souligne le défi de production de l'Ukraine. Du point de vue ukrainien, il est idéal de poursuivre la production massive de drones longue portée, tout en développant des capacités de missiles lourds comme Flamingo, Long Neptune et Sapsan, pour compléter cet arsenal de frappe en profondeur, explique-t-il au Kiev Independent. Si la production de drones longue portée augmente, l'Ukraine doit produire assez de missiles Flamingo pour que sa stratégie rose reste viable. Pour l'instant, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que cela se produit. En août, la nouvelle voix de l'Ukraine a annoncé viser 50 missiles Flamingo par mois, ce qui représenterait une dépense mensuelle d'environ 25 millions de dollars. En novembre, le fabricant des missiles Flamingo, Firepoint, affirmait construire 3 de ces projectiles par jour, ce qui double presque l'objectif de production, mais cela double aussi le coût. Si la stratégie rose vise à stocker des armes, comme la Russie avec ses missiles, puis à les utiliser quand les défenses russes sont affaiblies, l'Ukraine est donc sur la bonne voie avec le Flamingo. Après tout, 50 missiles Flamingo par mois représentent 600 par an, voire plus, si Firepoint en construit 3 par jour.
Un package de production standard sera proposé à d'autres pays, permettant de produire des missiles Flamingo financés par les acheteurs. Moitié des missiles pour l'Ukraine, l'autre moitié pour l'acheteur, ici le Panama. Si tout se déroule comme prévu pour l'Ukraine, la stratégie rose pourrait arrêter la guerre. La Russie brûlera dans des endroits que Poutine croyait sûrs, et chaque missile Flamingo affaiblit la Russie en Ukraine. Honnêtement, ce que l'Ukraine a fait avec Flamingo le 21 février ne devrait pas nous étonner. Un malheur n'arrive jamais seul, et Poutine est complètement sous l'eau en ce moment. La semaine difficile du président russe s'aggrave, l'Ukraine prouvant qu'aucun lieu en Russie n'est hors de portée de ses armes. La machine de guerre a été éventrée. Un coup en plein cœur a été porté, alors que l'Ukraine a réalisé un exploit historique, accomplissant en quelques heures ce que l'Europe n'a pas réussi à faire depuis des années. Les avancées de la Russie sont au point mort, car l'usine Progress a été frappée. Plus précisément, l'Ukraine a mené une frappe historique contre l'usine de défense Micherinsky Zavod Progress dans la nuit du 12 février, provoquant un immense incendie et laissant de la fumée s'échapper des locaux de l'installation. Les forces russes étaient incapables de l'arrêter. United 24. Médias indiquent que les soldats ont utilisé des armes légères pour stopper les projectiles ukrainiens, probablement en raison de l'absence de défense aérienne dans une usine cruciale pour l'effort de guerre russe. Nous allons expliquer comment, dans un instant. D'abord, ce que nous savons de la frappe ukrainienne, c'est qu'elle a eu lieu dans la région de Tambov, en Russie, qui se trouve à environ 480 km, ou presque 300 miles au sud-est de l'oblast de Moscou. La région possède une grande infrastructure ferroviaire, mais l'Ukraine ne visait pas les installations logistiques russes dans la nuit du 12 février. Cette usine était essentielle à l'aviation militaire russe et à la production de missiles utilisés contre les villes et infrastructures énergétiques ukrainiennes. Les autorités russes affirment qu'elles repoussaient une attaque massive de drones, rapporte New Sky. Il ne semble pas qu'une véritable interception ait eu lieu. Une série d'explosions a secoué l'usine Progress, lorsque les drones d'attaque à longue portée de l'Ukraine ont atteint directement leur cible, créant une situation où le gouverneur de la région de Tambov, Yevgeny Pievichov, a été contraint d'admettre que la frappe avait eu lieu. Il a repris l'excuse des débris de drones, sans employer ces mots précisément, déclarant que les drones avaient été abattus au-dessus de la zone industrielle où un incendie s'est produit. Les défenses aériennes russes ont échoué, les drones ukrainiens ont atteint leur cible. Newsky signale que l'incendie de l'usine Progress était si grand qu'on le voyait à des dizaines de kilomètres. Les chaînes Telegram russes ont aussi signalé l'incident à l'usine, précisant que les autorités tentent déjà de le dissimuler. L'entrée de l'usine a été bloquée, et des rumeurs font état de victimes. La Russie ne peut pas vraiment empêcher la diffusion de la nouvelle. Un incendie aussi énorme, visible depuis la ville voisine, est difficile à cacher. Cette frappe est majeure pour l'Ukraine et dévastatrice pour la machine de guerre russe. Pourquoi ? L'usine Micherinsky Zavod Progress est essentielle à la machine de guerre russe. New Sky souligne dans son rapport du 13 février que la frappe ukrainienne visait à détruire des bâtiments contenant des équipements complexes et non de simples entrepôts vides, peu coûteux pour la Russie. Cet équipement fabrique des éléments pour les systèmes de contrôle des missiles et avions russes. Cet équipement inclut des unités électroniques, des modules de commutation et des éléments radioélectroniques essentiels pour la navigation d'une arme ou d'une cellule d'avion. En bref, il s'agit d'une attaque que l'Ukraine a menée pour aveugler complètement les forces de missiles russes. Et l'Ukraine devait le faire parce que la Russie a intensifié ses attaques de missiles sur le territoire ukrainien pendant l'hiver. Selon le Kiev Independent en janvier, la Russie a modernisé ses attaques massives de missiles et drones. Les forces de Poutine, qui visaient autrefois divers objectifs, ciblent maintenant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, tentant désespérément de geler le pays, avant le retour des beaux jours et que la guerre ne redevienne un conflit où la Russie sacrifie ses soldats. Les nouvelles tactiques russes, appuyées par une hausse de la production de missiles malgré les sanctions, visent à submerger les défenses aériennes ukrainiennes. L'expert ukrainien de la défense et officier militaire Viktor Kevliuk affirme « Un tel mélange massif d'armes signale un changement de tactique de frappe. La Russie cherche à submerger les défenses aériennes avec diverses menaces, plutôt que d'utiliser un seul type d'attaque. L'utilisation de missiles balistiques par la Russie, ainsi que la façon dont les débris de ces missiles tombent désormais en Ukraine, suggère que beaucoup ont été fabriqués quelques semaines seulement avant d'être déployés. Tout cela indique que les sanctions ne remplissent pas le rôle qu'elles sont censées jouer. La Russie reçoit toujours les composants dont elle a besoin pour fabriquer ses missiles. Elle reçoit toujours ce qu'il faut pour que des usines comme Progress fabriquent des systèmes de guidage et équipements rendant ces missiles opérationnels.
La frappe sur Progress ciblait la production de missiles russes à leur source. Et c'était un coup porté si fort que même toute l'Europe en a les oreilles qui bourdonnent, alors que l'Ukraine envoie un message clair. Il faut faire beaucoup plus avec les sanctions et leur application pour empêcher des usines comme Progress de continuer leurs activités. La frappe sur Progress peut aussi être vue comme une revanche de l'Ukraine contre la Russie pour ses attaques de missiles. C'est une perspective intéressante, car selon le Kiev Independent du 14 février, la Russie présente ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes comme une revanche face aux frappes en profondeur qui la détruisent de l'intérieur. La Russie utilise souvent des termes comme mesures forcées et réponse lorsqu'elle détaille ses attaques contre l'Ukraine. Tous des termes absurdes qui n'existent que pour tenter de rejeter la responsabilité de ce que fait la Russie avec ses missiles sur les épaules de l'Ukraine. Ce qui se passe réellement, comme le dit l'expert en défense basé au King's College de Londres, Michael Clark, c'est que les attaques russes contre les installations de production d'énergie de l'Ukraine semblent spécifiquement conçues pour toucher les civils, ce qui constitue automatiquement une preuve de crime de guerre. L'Ukraine, en revanche, utilise ses drones longue portée et, comme vous le découvrirez si vous continuez à regarder, son approvisionnement croissant en missiles et en hybrides missiles drones pour frapper les installations pétrolières, les infrastructures de carburant, les nœuds militaires et d'autres cibles légitimes qui affaiblissent la machine de guerre russe. Pour l'Ukraine, la logique de défense est entièrement justifiée. Et avec sa frappe la plus récente contre l'installation Progress, l'Ukraine a fait ce que l'Europe n'a pas réussi à faire en fermant une usine qui est un pilier clé de la stratégie brutale de longue portée de Poutine. Ce n'est pas tout ce que les frappes sur Progress ont accompli. New Sky précise que l'installation en feu ne fabrique pas seulement des composants de missiles et structures d'aéronefs. Le média souligne que l'usine Progress produit aussi des équipements pour les oléoducs et gazoducs russes, servant au transport de leurs produits majeurs à travers le pays et à l'international. Il va presque sans dire pourquoi il s'agit d'un autre aspect important de l'attaque historique de l'usine Progress par l'Ukraine. Si la Russie ne peut pas construire ou entretenir ses pipelines, l'Ukraine fragilise encore une industrie énergétique déjà en crise, au point que le Kremlin a perçu 50% de revenus en moins, issus des taxes sur l'énergie, en janvier 2026 par rapport à janvier précédent. Ah, et si vous ajoutez les produits électriques pour le secteur civil que l'usine Progress fabrique, vous obtenez même le fait que l'Ukraine fasse aussi ressentir au peuple russe la douleur de la guerre déclenchée par Poutine. La réaction de la Russie a été intéressante. C'est un mélange d'aveux silencieux, comme avec le sempiternel prétexte des débris de drones, et d'affirmation qu'elle aurait repoussé les frappes contre l'usine Progress. Un cas similaire s'est produit quand l'Ukraine a frappé l'usine en juin 2025, bien que la Russie ait alors présenté l'événement comme un incident local. Cette frappe est trop grave pour que la Russie puisse dissimuler les faits. Donc on obtient ce curieux mélange d'aveux teinté de déni. La Russie dit avoir éteint l'incendie, mais New Sky cite des chaînes Telegram selon lesquelles l'incendie est si intense que le personnel et les habitants alentours pourraient devoir évacuer. C'est une histoire à deux versions. Nous savons que la version russe est toujours remplie de propagande et de mensonges. Nous avions récemment indiqué que l'Ukraine utilisait ses missiles contre la Russie. C'est ce qu'elle a fait lors de nouvelles frappes, transformant une nuit historique pour l'Ukraine en effondrement de la machine de guerre russe de Poutine. Avant de commencer, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Revenons aux missiles ukrainiens. Alors qu'une grande usine russe de composants militaires brûle, l'Ukraine montre qu'elle peut frapper d'autres cibles avec ses propres missiles. Ou plus précisément, il s'agit de l'hybride missile drone, le Flamingo. Également le 12 février, United 24 Media a rapporté que l'Ukraine avait réussi une frappe immense contre un énorme site de stockage de munitions militaires appartenant à la principale direction des missiles et de l'artillerie, ou GRAO. Le double tir spectaculaire a de nouveau vu des projectiles ukrainiens foncer vers la Russie. Les missiles Flamingo visant la région de Volgograd pour détruire l'installation du GRAO près de Koltuban. Ce serait l'un des plus grands centres russes de stockage de munitions, explosifs et missiles utilisés en Ukraine. Les forces de défense ukrainiennes ont annoncé sur Telegram avoir réussi ce coup, précisant que de puissantes explosions et des détonations secondaires ont eu lieu sur le site. L'étendue des dégâts reste à évaluer, mais on constate une nouvelle utilisation réussie du Flamingo contre une cible militaire russe. C'est une arme qui n'était jamais censée exister. Vladimir Poutine pensait que l'Ukraine se serait effondrée sous la puissance de la Russie bien avant de développer des missiles ou des hybrides de missiles drones, capables de représenter une menace sérieuse pour la Russie. Une installation du GRAO a été détruite.
Les mêmes missiles que la Russie lance sur l'Ukraine explosent maintenant au sol, aggravant ainsi cette destruction. Et comme si la semaine ne pouvait être pire pour la Russie, ce n'était qu'une des nombreuses attaques ukrainiennes lors d'une journée de frappe contre la machine de guerre russe. Toujours à Volgograd, l'Ukraine a frappé l'usine de raffinage de pétrole l'UAVT-1 détruisant des infrastructures et des éléments AVT-3, selon l'état-major général ukrainien. En zone occupée de Zaporizhia, l'Ukraine a aussi détruit un entrepôt rempli de munitions utilisées chaque jour par les soldats russes en Ukraine. La réaction de la Russie à tout cela a été à peu près ce à quoi on pouvait s'attendre. Le gouverneur de Volgograd, Andrei Bocharov, a reconnu qu'un incendie s'était produit dans une installation du ministère russe de la Défense, causant des dégâts importants et entraînant des évacuations d'urgence. Aucune précision sur la nature de l'installation, mais les images d'explosions et d'incendies diffusées sur X par Noel Reports sont explicites. Les chaînes de surveillance ont signalé d'énormes explosions et une activité de défense aérienne, indiquant que l'Ukraine a visé une cible de valeur et, selon elle, réussi des frappes directes. Bocharov a aussi affirmé que la Russie avait repoussé les menaces. Voilà encore ces mots, alors même que l'installation visée par ces menaces est en train de brûler. À ce stade, nous doutons que les autorités russes comprennent la signification du mot « repousser ». On emploie ce mot quand vos défenses aériennes stoppent vraiment les attaques, Bocharov, pas quand une installation est touchée, au point que les munitions explosent aussi. Le ministère de la Défense russe n'a pas commenté l'attaque de Volgograd, rapporte United 24 Media. Il a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu 106 drones ukrainiens dans la nuit de l'attaque, dont un aurait été détruit à Volgograd et 13 autres à Tambov. Mais est-ce que quelqu'un peut vraiment y croire à ce stade ? Ces deux régions abritaient des installations stratégiques de missiles russes détruites, tandis que le ministère de la Défense ignore la situation alors que ces missiles et composants brûlent. D'importants dégâts ont été causés par l'Ukraine le 12 février. Des dégâts si intenses qu'ils ont arraché le cœur de la machine de guerre russe. Nous allons bientôt expliquer pourquoi une frappe du drone missile Flamingo était si importante. Mais d'abord, concentrons-nous sur la principale cible des attaques ukrainiennes, les capacités de missiles russes. Nous avons déjà vu la Russie utiliser ces missiles pour détruire les infrastructures énergétiques ukrainiennes, une stratégie visant à tuer indirectement des civils plutôt qu'à cibler des objectifs militaires. Selon un analyste militaire interrogé par la Nouvelle Voix de l'Ukraine en décembre, le principal problème pour l'Ukraine est que la Russie peut désormais remplacer rapidement les missiles utilisés. Selon Anatoly Krapchinsky, ex-officier de l'armée de l'air ukrainienne et expert en aviation, la Russie produit assez de missiles pour lancer d'importantes attaques contre l'Ukraine 1 à 2 fois par semaine. D'après diverses estimations, la Russie pourrait avoir en réserve un demi-millier d'Iskander, plusieurs centaines de Kh-101 et Kh-555, ainsi que d'importants stocks de Kh-59 et Kh-32, affirme Krapchinsky. Il fournit même des chiffres précis, en notant que la Russie a pu constituer des stocks de 300 à 350 missiles, Kh-101 et Kh-555 jusqu'à 500 missiles balistiques, Iskander-M, environ 250 à 300 missiles de croisière, Iskander-K, et jusqu'à 200 missiles Kalibra. Au total, cela donne à l'agresseur un important stock mixte qui lui permet de former de puissants groupes de frappe et de maintenir une terreur de haute intensité, ajoute Krapchinsky, tout en notant que la Russie reconstitue ses missiles à un rythme compris, entre 120 et 150% de sa consommation. En d'autres termes, pour chaque 100 missiles que la Russie utilise en Ukraine, elle en fabrique entre 120 et 150. C'est un problème. C'est justement ce que les sanctions occidentales visaient à empêcher chez les fabricants de missiles russes. Ces fabricants n'ont pas été vraiment touchés, du moins pas assez pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Les frappes historiques de l'Ukraine ont des objectifs clairs. Détruire le dépôt de stockage à Volgograd neutralise certains missiles russes, mais seulement jusqu'à ce que la Russie en déplace d'autres, dans l'oblast. La frappe sur l'installation Progress est plus significative, car détruire la production de missiles empêche la Russie de reconstituer ses stocks. L'Ukraine réussit là où les sanctions ont échoué. Et elle y parvient, en poursuivant une stratégie de frappe en profondeur qui s'est révélée extrêmement efficace. Comme le note News Sky, l'Ukraine a passé les 2 dernières années à développer systématiquement ses capacités de frappe à longue portée, afin de pouvoir réaliser le type de frappe que nous avons vu à Volgograd et Tambov le 12 février. La création de Flamingo en est un parfait exemple. Quand Poutine a lancé l'invasion, les drones étaient vus comme une gêne pour l'armée russe, sans pouvoir vraiment l'arrêter. Aujourd'hui,
L'Ukraine possède un drone missile hybride très puissant, capable de frapper des cibles et les pointibles à des centaines de kilomètres en Russie. Ces capacités à longue portée offrent 3 avantages à l'Ukraine. Sur le plan stratégique, des attaques comme celles qui viennent d'être menées représentent un défi direct à la profondeur stratégique de la Russie. L'Institut Bloomsbury, du renseignement et de la sécurité, l'a noté après l'opération Toile d'araignée de l'Ukraine, qui a détruit une grande partie de la flotte de bombardiers stratégiques russes grâce à des drones acheminés clandestinement en Russie dans des camions. Ces frappes remettent en cause la doctrine stratégique russe, traditionnellement fondée sur la possibilité de se replier dans sa profondeur territoriale, a indiqué l'Institut. La Russie ne peut plus faire cela, car l'Ukraine dispose d'armes capables de frapper des cibles russes si profondément à l'intérieur du territoire russe, que ces actifs devraient être retirés, à un point tel qu'ils ne joueraient plus aucun rôle dans la guerre pour ne plus être affectés. Comme l'a dit Forbes en décembre, la capacité de l'Ukraine à mener ses frappes lui offre aussi un levier important lors des négociations de paix. Vladimir Poutine décrit la guerre en Ukraine comme un conflit où l'Ukraine serait proche de la destruction et où l'armée russe l'emporterait bientôt. Il essaie de dire ce genre de choses depuis maintenant 4 ans. À chaque fois que l'Ukraine détruit une usine de missiles ou un dépôt, cela montre que la tromperie de Vladimir Poutine vient du désespoir, car la guerre touche désormais son territoire. Et bien sûr, il y a aussi le coût. Entre janvier et août 2025, les frappes de l'Ukraine ont infligé à la Russie des dégâts d'une valeur de 74,1 milliards de dollars, ce qui représente 4,11% du produit intérieur brut annuel du pays. Des milliards supplémentaires se sont ajoutés depuis, la destruction de l'usine Progress s'y ajoutant aussi. Impossible de savoir combien cela coûtera à la Russie de réparer et de remettre cette usine en service. La Russie doit faire ses réparations, car elle ne peut se passer d'une usine essentielle à sa stratégie de missiles. Les frappes en profondeur de l'Ukraine affaiblissent un récit que Poutine a mis des années à construire. La Russie n'est pas toute puissante. Elle est vulnérable, et l'Ukraine ne cesse de le prouver. Grâce à Flamingo, elle a l'arme idéale pour cela. Capable de parcourir environ 3000 km, soit environ 1860 miles, et de transporter une ogive de 1150 kg, soit 2530 livres. Flamingo représente une menace pour la Russie. L'Ukraine l'a prouvé à Volgograd, mais c'est une menace que Poutine espérait avoir éliminée. En février, on a appris que la Russie avait, fait rare, mené une frappe fondée sur des renseignements et réussi à détruire les lignes de production des missiles Flamingo. Mais Poutine n'a pas profité longtemps de sa victoire. Comme l'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Munich quelques jours plus tard, une grande ligne de production a été détruite par une frappe de missiles, mais je peux déjà en parler. Elle a déjà été déplacée, et la production a repris. Rien n'arrête Flamingo. Les frappes répétées contre des cibles russes à Volgograd et l'attaque de janvier contre le site d'essai de Kapustin Yar, utilisé par la Russie pour ses missiles hypersoniques Areshnik, le prouvent. Alors que Flamingo vole toujours, la Russie ayant échoué à l'arrêter, le complexe militaro-industriel russe est étranglé. La Russie ne pourra pas poursuivre ses actions en Ukraine si elle perd des sites comme l'usine Progress. La Russie a besoin de missiles et de cellules d'avions opérationnelles. Chaque frappe qui diminue la capacité de frappe à longue portée de la Russie est une frappe qui augmente les chances de survie de l'Ukraine et montre que le pays devient de plus en plus puissant, malgré tout ce que Poutine essaie de faire. L'Ukraine a réussi en quelques heures ce que les sanctions ont échoué à faire en des années. Il y a de fortes chances que l'Ukraine fasse quelque chose de similaire très bientôt, car parmi d'autres stratégies, les frappes en profondeur représentent la voie de l'Ukraine vers la victoire contre la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a vu son pouvoir et sa popularité chuter depuis qu'il a pris la décision fatidique d'envahir l'Ukraine en 2022. Son pays a été isolé, son économie a été ravagée, son armée n'a réussi à atteindre presque aucun de ses objectifs déclarés. Et lui-même n'a jamais paru aussi faible, mais Poutine a toujours eu une bouée de sauvetage essentielle à laquelle s'accrocher, le pétrole. Le pétrole, moteur de l'économie mondiale, reste la principale exportation russe, rapportant assez pour soutenir les finances du pays et maintenir la machine de guerre du Kremlin. Malheureusement pour Poutine, cette bouée de sauvetage pourrait désormais être coupée. L'Ukraine a complètement anéanti le secteur pétrolier russe, et il n'y a plus de retour en arrière possible.
Et ce n'est pas comme si Poutine n'avait pas été averti. Les forces ukrainiennes affichent leurs intentions depuis longtemps. En fait, ils s'en prennent à des éléments de l'infrastructure pétrolière russe, comme les raffineries, les usines de production de pétrole, les installations de stockage, les pétroliers et les pipelines depuis les premiers stades de la guerre. Mais ils ont vraiment intensifié leurs attaques en 2025, lançant un plus grand nombre d'attaques contre les éléments les plus critiques du secteur énergétique du Kremlin. À maintes reprises, des rapports faisaient état de grandes raffineries de pétrole en flammes ou de pétroliers détruits lors de raids nocturnes de drones et de frappes de missiles menées par surprise. Encore et encore, la Russie a vu d'innombrables litres de pétrole partir littéralement en fumée, obligée d'assister à la réduction de ses capacités de production et d'exportation à des niveaux de plus en plus faibles, impactant directement ses exportations et son potentiel de profit. Ils ont tout tenté pour défendre ces sites, installant des défenses aériennes et mobilisant les réservistes afin de protéger les infrastructures critiques et éviter d'autres perturbations. Mais rien n'a fonctionné. Les attaques ont continué et l'Ukraine ne relâche pas la pression. En fait, c'est tout le contraire. Elle augmente l'intensité de ses attaques et exerce une pression toujours plus forte sur l'industrie la plus importante de la Russie. Cela a abouti à ce que Reuters et d'autres médias considèrent comme la perturbation de l'approvisionnement en pétrole la plus grave de l'histoire moderne de la Russie. Et les chiffres le confirment. Les rapports montrent que la capacité d'exportation de pétrole de la Russie a chuté de 40%, un chiffre stupéfiant. Cela représente environ 2 millions de barils par jour. 2 millions de barils que la Russie pouvait vendre chaque jour à divers pays du monde entier, rapportant d'énormes sommes d'argent à son économie au cours d'une année moyenne. 2 millions de barils qui ont contribué à alimenter la machine de guerre du Kremlin, permettant à la Russie de continuer à ravitailler ses véhicules, à payer les salaires de ses soldats et à fabriquer davantage de bombes, de missiles et de drones pour frapper les villes et villages ukrainiens. Une source de revenus et de soutien vital et fondamentale, considérablement réduite par l'Ukraine. Et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'est le résultat d'une campagne de longue haleine impliquant une série de frappes de précision ciblées, nécessitant une planification experte et une exécution sans faille. Ces frappes ont eu lieu tout au long de 2025 et se sont poursuivies en 2026, l'Ukraine identifiant régulièrement de nouvelles cibles, mettant en place des plans pour les endommager ou les détruire et exécutant ces plans avec une efficacité implacable. Rien qu'en mars 2026, par exemple, il y a eu plusieurs attaques majeures contre certains des sites pétroliers les plus importants de Russie. Au tout début du mois, par exemple, l'Ukraine a mené une frappe contre le terminal pétrolier de Novorossiysk. Située dans la région de Krasnodar-Kraï, donnant sur les eaux de la mer Noire, cette ville portuaire est un lieu extrêmement important pour les exportations de pétrole. À l'installation pétrolière de Chevskaris, des millions de barils sont reçus d'autres raffineries et stockés à cet endroit avant d'être chargés sur des pétroliers. Beaucoup de ces pétroliers font partie de la tristement célèbre flotte fantôme de la Russie, un réseau clandestin composé de centaines de navires de transport, qui défie les sanctions internationales en continuant à transporter du pétrole hors de la Russie vers d'autres pays et à faire entrer des fonds dans le pays pour alimenter la guerre. Dans la nuit du 2 mars, cependant, des témoins locaux ont rapporté que le terminal pétrolier de Chevskaris avait été incendié après que des drones ukrainiens soient entrés dans la zone. Le maire local, Andrei Kravchenko, a confirmé l'attaque, tandis que des habitants ont publié en ligne des images et des vidéos montrant l'installation en feu. Ce n'était même pas la première fois que l'installation était touchée. En novembre 2025, par exemple, les chargements de pétrole à Novorossiysk avaient été temporairement suspendus après une frappe ukrainienne. Plus tard le même mois, l'installation de Cheskari a de nouveau été frappée par l'Ukraine. Depuis la dernière attaque, selon les rapports, ce terminal pétrolier, qui est normalement capable de traiter jusqu'à 700 000 barils de pétrole par jour, fonctionne bien en dessous de ses capacités maximales. Seulement quelques semaines plus tard, le 16 mars, des rapports font état d'une nouvelle frappe ukrainienne réussie, également dans le kraï de Krasnodar. Cette fois-ci dans la ville de Lubinsk, qui se trouve au bord de la rivière Bolchaïa-Laba, à plus de 300 miles, soit 500 km des lignes de front de la guerre. Au cours de la nuit, vers 2 heures du matin pour être plus précis, des équipes d'opérateurs de drones ukrainiens ont ciblé le dépôt de pétrole de la ville, un nœud vital reliant les installations de production de carburant de la Russie aux opérations militaires de première ligne dans les régions du sud de l'Ukraine.
Les chaînes Telegram locales ont commencé à signaler des explosions près du dépôt de pétrole aux premières heures du matin, et des vidéos ainsi que des images sont rapidement apparues, montrant des flammes s'élevant dans les airs et des panaches de fumée remplissant le ciel au-dessus de plusieurs réservoirs de carburant. L'incendie aurait continué jusque tard dans la matinée, et à chaque minute qui passait, de plus en plus de la ressource la plus précieuse et la plus lucrative de la Russie était perdue. Il a fallu 4 équipes de pompiers, ainsi que des équipes de secours, pour finalement maîtriser et éteindre l'incendie avec encore plus de renforts. Mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà faits, et encore plus étaient à venir. 21 mars. Juste 5 jours après l'attaque de Libinsk, les drones ukrainiens ont frappé à nouveau. Cette fois, leurs drones ont été aperçus dans le ciel au-dessus de la raffinerie de pétrole de Saratov, située dans le sud-ouest de la Russie, dans la région de Saratov. Appartenant et exploité par la société d'État Rosneft, il s'agit de l'une des plus anciennes raffineries de pétrole de Russie encore en activité. Elle est exceptionnellement grande, avec un volume de traitement du pétrole extraordinaire d'environ 4,8 millions de tonnes. C'est un rouage clé dans la machine pétrolière russe, capable de produire plus de 20 variétés différentes de carburants et de produits chimiques, y compris de l'essence, du diesel et du fioul. Elle produit également du gasoil sous vide et du soufre technique, 2 autres ingrédients importants qui alimentent les complexes industriels et les machines militaires de la Russie. Sans surprise, cet endroit a été identifié très tôt comme une cible prioritaire pour les forces ukrainiennes. Ils l'ont frappé plus d'une douzaine de fois depuis le début de la guerre. Et la frappe du 21 mars a été l'une des plus efficaces, forçant la raffinerie à arrêter complètement ses opérations. Selon la chaîne Telegram Astra, qui a cité des sources officielles du ministère russe des situations d'urgence, une unité secondaire de traitement du pétrole et un grand réservoir de stockage vertical ont été endommagés lors de l'attaque. Un réservoir de carburant diesel d'une capacité impressionnante de 10 000 tonnes a également été incendié. Les incendies qui ont suivi s'étendant sur une vaste zone d'au moins 400 mètres carrés, soit 4300 pieds carrés. De plus, des débris de drones sont tombés sur une centrale thermique voisine, causant d'autres dégâts. Tout cela est le résultat du travail acharné et de la préparation minutieuse des équipes ukrainiennes de guerre par drone, parmi les meilleures au monde, notamment le premier centre indépendant, la 414e brigade des oiseaux de Magyar et le 413e régiment de raid, en coordination avec d'autres équipes des forces de défense ukrainiennes. Rosneft a vu ses installations, comme la raffinerie de Saratov, subir des dégâts si importants et si fréquents qu'elle cherche désespérément de nouveaux moyens de les protéger. Mais quoi qu'elle fasse, cela ne fonctionne pas. Rien ne semble pouvoir arrêter les drones ukrainiens, qui peuvent apparemment frapper n'importe où et à n'importe quel moment, même dans des endroits situés à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe, dans des lieux qui devraient en théorie être relativement sûrs. Et le pire restait à venir pour la Russie, car les dernières semaines de mars 2026 réservaient encore plusieurs frappes supplémentaires. Plus importantes et dévastatrices que les précédentes, elles ont laissé l'industrie pétrolière du pays dans sa position la plus périlleuse depuis des années. Mais avant d'aller plus loin, vous regardez l'émission militaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. À la fin du mois de mars, la Russie vacillait. Non seulement ses forces terrestres continuaient à peiner pour réaliser des avancées majeures, avec une équipe d'assaut après l'autre anéantie par les défenseurs ukrainiens, mais son infrastructure pétrolière avait également subi plusieurs coups dévastateurs grâce aux drones de Kiev. Puis vint l'attaque contre le terminal pétrolier de Primorsk. Situé dans la région de Leningrad, non loin de la frontière entre la Russie et la Finlande, Primorsk est le 2e plus grand port russe de la Baltique après Saint-Pétersbourg. C'est un site d'une importance capitale pour les exportations de pétrole russe à travers la mer Baltique, traitant littéralement des dizaines de millions de tonnes de brut et de produits pétroliers chaque année. C'est aussi le point final du système d'oléoducs de la Baltique, ainsi qu'un point central pour les expéditions de la flotte fantôme de la Russie. Beaucoup de ces pétroliers détenus par des sociétés privées entrent et sortent régulièrement du port de Primorsk, exportant le pétrole brut de l'Oural en dehors des circuits officiels, fournissant ainsi une source de revenus illicite mais lucrative pour le Kremlin. Même des dommages mineurs à cet endroit critique peuvent gravement affecter les exportations russes de produits énergétiques et les infrastructures voisines. Mais l'Ukraine ne comptait pas se limiter à des dégâts mineurs. Elle visait à mettre le port à feu et à sang, causant un maximum de perturbations et de destruction. Ainsi, dans la nuit du 23 mars, les forces de Kiev ont lancé une attaque massive de drones avec de nombreux appareils se dirigeant en essaim vers Primorsk.
Cela faisait partie d'une attaque beaucoup plus vaste au cours de laquelle des responsables russes auraient abattu près de 250 drones au-dessus de plusieurs régions, dont Leningrad, Koursk, Moscou et Belgorod. Malgré la présence de défenses aériennes russes dans la région, certains drones ukrainiens ont réussi à atteindre leur cible, déclenchant un important incendie dans le vaste centre d'exportation de pétrole. Le personnel a été évacué rapidement et les opérations stoppées alors que l'incendie se propageait, endommageant les réservoirs et les infrastructures pétrolières. Le gouverneur de la région, Alexandre Drozdenko, a confirmé qu'un drone avait frappé un réservoir de carburant, ce qui a provoqué l'incendie. Les pompiers sont intervenus, mais ont eu du mal à maîtriser l'incendie, comme en témoignent des images sur les réseaux sociaux montrant d'épaisses colonnes de fumée noire s'élevant plusieurs jours après l'attaque. Des images satellites ont également confirmé qu'au moins 4 réservoirs de carburant distincts avaient pris feu, et bien que l'installation ait finalement pu reprendre ses activités, elle l'a fait avec une capacité drastiquement réduite. Le 25 mars, les drones sont revenus, mettant le feu à un autre port pétrolier russe, Ust-Luga, bien qu'il soit situé à environ 1000 km, soit 620 miles de la frontière ukrainienne. Les incroyables équipes de drones de Kiev ont réussi à envoyer leurs véhicules aériens sans pilote jusqu'à cette base de la mer Baltique, dans la partie nord-ouest de la région de Leningrad en Russie. Le gouverneur Drozdenko a de nouveau été contraint d'annoncer une mauvaise nouvelle, informant le public russe que les pompiers avaient été appelés pour lutter contre un nouvel incendie. Drozdenko a également tenté de minimiser l'impact de l'attaque, mais les rapports sur les réseaux sociaux et les images publiées en ligne racontaient une toute autre histoire, les habitants ayant compté au moins 10 explosions dans la région. Les habitants ont également parlé d'un immense incendie lumineux illuminant le ciel nocturne, ainsi que d'une colonne de fumée noire remplissant l'air au lever du jour. Cette attaque a de nouveau ciblé un secteur très productif de l'industrie pétrolière russe. Le port d'Ust-Luga serait capable de traiter environ 700 000 barils de pétrole chaque jour. C'est aussi un site de production extrêmement important, traitant jusqu'à 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel chaque année et produisant environ 30 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, GNL, ainsi que plusieurs millions de tonnes supplémentaires d'éthane et de gaz de pétrole liquéfié, GPL. Comme c'est un site aussi important, il a été visé par l'Ukraine à plusieurs reprises. Avec la première frappe majeure du service de sécurité d'Ukraine, ayant eu lieu dès janvier 2024, suivie d'une seconde attaque en août 2025, la frappe de mars 2026 n'est que le dernier coup dur porté à cette installation déjà éprouvée, selon divers rapports. L'ensemble du terminal, qui exporte également d'autres marchandises comme le charbon, les céréales et les engrais, a dû être bouclé et fermé pendant que les pompiers luttaient contre l'incendie. Dans les jours qui ont suivi, les responsables ont eu du mal à remettre le port en service et il pourrait s'écouler un certain temps avant qu'il ne retrouve une capacité d'exploitation proche de son maximum. Et le cauchemar pétrolier de la région de Leningrad n'était toujours pas terminé. Dans la nuit du 26 mars, une nouvelle attaque massive de drones a eu lieu. Cette fois, les drones ukrainiens se sont concentrés autour de l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, la raffinerie de synthèse organique pétrolière de Kirishi, ou raffinerie Kinev, située non loin de Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie. Appartenant à une autre des principales compagnies gazières russes, cette usine est capable de raffiner jusqu'à 20 millions de tonnes de pétrole par an, ce qui en fait la deuxième plus grande raffinerie du pays en termes de capacité de traitement. Elle produit des quantités colossales de carburant et de produits pétrochimiques qui sont à la fois utilisés à l'intérieur de la Russie et exportés vers des partenaires commerciaux à travers le monde. Le 26 mars, plus de 20 drones ukrainiens ont frappé des infrastructures critiques dans cette zone et aux alentours, obligeant une fois de plus le gouverneur régional Alexandre Drozdenko à prendre la parole pour rendre compte de ce qui s'était passé. Comme le font souvent les gouverneurs russes dans ce genre de situation, Alexandre Drozdenko a tenté de se concentrer sur les aspects positifs, en soulignant que les systèmes de défense aérienne de la région avaient réussi à repousser plusieurs drones ukrainiens et en ajoutant qu'aucune victime n'avait été signalée. Il a toutefois reconnu qu'une zone industrielle non identifiée avait subi quelques dégâts. Et tandis que le ministère russe de la Défense se vantait d'avoir abattu environ 125 drones ukrainiens à voilure fixe cette même nuit, le pays a également été contraint de suspendre les opérations de vol dans plusieurs de ses aéroports les plus importants, dont Sheremetyevo à Moscou et Pulkovo à Saint-Pétersbourg. Des attaques comme celle-ci ne vont pas s'arrêter. En fait, elles risquent même de devenir de plus en plus intenses et dévastatrices à mesure que la guerre se prolonge. Parce qu'au début, l'Ukraine devait se concentrer beaucoup plus sur la défense de son territoire et repousser les assauts russes.
Elle manquait de temps, de ressources et de moyens pour lancer des contre-attaques ou des frappes de précision sur le territoire russe avec des drones et missiles. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. L'Ukraine a accompli des miracles en développant son industrie de défense nationale à partir de zéro, avec des centaines de nouvelles entreprises qui ont vu le jour et se sont mises au travail. Elle développe de nouveaux missiles longue portée et des drones innovants, capables de détruire les infrastructures russes. Les forces de défense du pays sont également devenues beaucoup plus habiles à faire face aux attaques russes le long des lignes de front, découvrant et maîtrisant des tactiques efficaces comme la stratégie dite d'attrition en cuvette, dans laquelle des unités russes sont attirées dans de véritables pièges mortels avant d'être anéanties par des drones et des tirs d'artillerie provenant des zones environnantes. Cela, à son tour, a enfin permis à l'armée ukrainienne de ne plus se contenter de mener quelques frappes isolées contre la Russie ici et là, mais de lancer une campagne concentrée et coordonnée de frappes en profondeur sur les actifs et infrastructures les plus précieux du Kremlin. Les pipelines, raffineries, pétroliers, ports et bien d'autres cibles sont systématiquement repérés, visés et détruits. Même si l'Ukraine n'a peut-être pas la puissance de feu pour détruire ces installations, chaque dégât, même minime, compte. Chaque drone joue son rôle, chaque impact compte, et chaque incendie ou explosion entraîne des pertes et des dégâts dont la Russie doit se préoccuper. Et chaque fois qu'un de ces sites majeurs est touché, il doit presque toujours être mis hors service temporairement pendant que le personnel est évacué, que les incendies sont éteints et que les zones endommagées sont inspectées et réparées. Dans de si grandes installations, même quelques heures d'arrêt peuvent coûter des millions de dollars. Ainsi, quand l'Ukraine parvient à immobiliser plusieurs raffineries plusieurs jours d'affilée, cela compte vraiment. Cela touche Poutine et ses acolytes du Kremlin là où ça fait le plus mal, à leur portefeuille. Chaque attaque affaiblit l'économie russe, compliquant l'obtention des fonds nécessaires à la poursuite de la guerre. Et avec le pays qui peine déjà à recruter, subissant plus de pertes qu'il ne peut en supporter, tout en échouant à réaliser des avancées majeures sur le terrain, la situation à laquelle fait face Poutine semble de plus en plus sombre. Il est coincé dans une guerre qu'il n'a aucune chance de gagner contre un adversaire qui devient plus fort chaque jour. L'économie de son pays est en ruine. Beaucoup de ses alliés l'ont pratiquement abandonné. La communauté internationale continue d'isoler son peuple et de punir ses oligarques. Et la seule bouée de sauvetage à laquelle il s'est accroché désespérément tout ce temps, son industrie pétrolière prospère, a atteint son point le plus faible de son histoire. Pour l'Ukraine, en revanche, la tactique consistant à cibler les infrastructures pétrolières porte assurément ses fruits. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé à plusieurs reprises que détruire l'industrie pétrolière russe est le moyen le plus rapide et le plus efficace de mettre fin à cette guerre. Et les données lui donnent raison. Si l'Ukraine parvient à maintenir ce type d'attaque, ou même à les intensifier avec des drones supplémentaires, ou même des frappes de missiles, Vladimir Poutine n'aura d'autre choix que de retirer ses troupes ou de regarder son pays entier partir en fumée. Ces dernières semaines, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques russes, en particulier contre ses principales raffineries de pétrole. Des images spectaculaires d'incendies apocalyptiques provoqués par des frappes sur les ports pétroliers de Primorsk et d'Ust-Luga dans l'oblast de Leningrad ont fait la une de la presse internationale. Des images satellites ont ensuite confirmé d'importants dégâts sur les deux sites. Ces frappes ont porté un coup sérieux à la machine de guerre russe. Pourquoi ? Parce que frapper les exportations de pétrole de la Russie, c'est toucher son armée là où ça fait mal, au portefeuille. En plus des frappes sur Primorsk et Ust-Luga, l'Ukraine a également mené d'autres frappes sur deux autres raffineries russes. Kirishi Nefteorg Synthèse, ou Kinev pour faire court, située dans la ville de Kirishi, oblast de Leningrad, et Yaroslavl Nefteorg Synthèse, ou Yanos, située dans la ville de Yaroslavl, dans l'oblast du même nom. Les attaques pourraient amener l'armée russe à s'arrêter complètement, mais pour des raisons purement mécaniques et non financières. Voici ce que l'Ukraine a frappé et pourquoi ces attaques constituent un coup dur pour le Kremlin. Les raffineries Kirishi Neftev, Orgsynthes et Yaroslavl Neftir. Orgsynthes se trouvent toutes deux à environ 690 à 700 km de la frontière ukrainienne la plus proche. Mais il ne s'agit pas de simples raffineries ordinaires. La Russie compte au moins 50 raffineries au total, ce qui montre à quel point l'industrie pétrolière du pays est vaste. Kinev est considérée comme la deuxième plus grande et Yanos comme la quatrième. Les deux raffineries ont une production estimée à environ 380 000 et 300 000 barils de pétrole par jour, respectivement. La capacité totale de raffinage de la Russie est estimée à environ 6,5 à 6,6 millions de barils par jour,
Donc, la Russie perd un peu plus de 10% de sa capacité totale de raffinage chaque jour que ces deux raffineries sont hors service. C'est énorme. Depuis que l'Ukraine a frappé ses installations fin mars, elles semblent totalement hors service. Cela fait presque une semaine sans aucune production et il n'y a aucun calendrier pour la reprise des opérations. Combiné aux frappes sur les centres d'exportation de pétrole voisins de Primorsk et Ust-Luga, la Russie perd d'énormes revenus provenant des exportations de pétrole. Et tout cela arrive au mauvais moment? Dans le monde entier, le prix du pétrole a grimpé en flèche à la suite de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran en réponse aux attaques des États-Unis et d'Israël. Environ 20% du commerce mondial de pétrole transite par ces détroits et leur fermeture, qui dure depuis plus d'un mois, a provoqué ce que certains qualifient de plus grand choc d'approvisionnement pétrolier de l'histoire. Le problème est tel que les États-Unis ont temporairement levé les sanctions sur les exportations de pétrole russe et iranienne pour tenter de combler le manque. Le président russe Vladimir Poutine salivait à l'idée d'une demande massive de pétrole russe pour combler le déficit, surtout à un prix 2 à 3 fois supérieur à celui qu'il pouvait obtenir auparavant. Mais c'est le contraire qui se produit. Au prix actuel, il perd entre 50 et 100 millions de dollars par jour à cause des frappes combinées sur ces deux raffineries et les centres qui expédient le pétrole qu'elles produisent. Ça doit faire mal. Mais ces frappes sur Kinev et Yanos lui causent un mal de tête encore plus grand, car ces deux raffineries ne produisent pas seulement une gamme standard de produits composés de quelques types de carburants différents. Elles fabriquent aussi la plupart des huiles industrielles spécialisées de Russie, dont celles largement utilisées par l'armée. Cela signifie que si l'Ukraine parvient à les mettre définitivement hors service, la machine de guerre de Poutine s'arrêtera progressivement, voire se bloquera complètement. Il existe techniquement une troisième raffinerie qui produit les huiles industrielles dont l'armée russe a besoin pour continuer à fonctionner, la raffinerie Lukoil Volgograd Nefte Pereработka à Volgograd. Avec une production de 280 000 à 300 000 barils par jour, soit environ 5% de la production totale de raffinage de la Russie, c'est la plus grande raffinerie du district fédéral sud de la Russie. Cependant, celle-ci a également été frappée à plusieurs reprises par l'Ukraine. L'Ukraine a attaqué l'usine à 9 reprises. La dernière frappe, dans la soirée du 11 février, a endommagé une unité clé de distillation du brut qui représente environ 40% de sa capacité, forçant une suspension totale des opérations. À la fin du mois de mars, l'installation reste hors service et aucun calendrier de redémarrage n'a été communiqué. Donc, il y a peu de répit pour Poutine de ce côté-là. L'usine de Volgograd est spécialisée dans le raffinage poussé, produisant du gazole et de l'essence standard, ainsi que des carburants spécialisés comme le kérosène d'aviation, le fioul, le bitume et les lubrifiants. Beaucoup de ces produits sont indispensables à l'armée russe. Les avions de chasse et bombardiers stratégiques ne peuvent voler sans carburant d'aviation. Impossible de faire fonctionner véhicules blindés, systèmes de défense aérienne mobile et artillerie sans les lubrifiants essentiels à leurs nombreuses pièces mobiles. Pour Poutine, ce n'est pas seulement le double, mais le triple de problèmes. En tant que deuxième plus grande raffinerie du pays, Kinev produit environ 80 produits différents. Cela inclut des essences pour moteurs, des carburants diesel, du kérosène, des fuels, des bitumes pétroliers, du gaz de pétrole liquéfié, des aromatiques et solvants pétroliers, des paraffines pétrolières, de l'acide sulfurique, du soufre et bien d'autres produits. Fait crucial, l'usine produit également pratiquement toutes les qualités de carburant pour avions, aussi bien pour l'aviation civile que pour l'aviation de combat. Cela comprend les types de carburants d'aviation TS, 1T, 1T, 1S, T2 et RT. Le plus couramment utilisé est le TS1, qui est considéré comme comparable au Jet A1 occidental. C'est le kérosène standard utilisé comme carburant dans la majorité des avions militaires et civils russes. Il est connu pour ses performances améliorées par temps froid, avec un point de congélation très bas de moins 58 degrés Fahrenheit. RT, parfois appelé PT, car c'est ainsi qu'il apparaît dans l'alphabet cyrillique, est une qualité supérieure du TS1. Il est souvent décrit comme un carburant russe unifié pour les avions subsoniques et supersoniques. RT est un produit hydrotraité avec des spécifications de qualité supérieure et il est utilisé par des avions de combat supersoniques comme le Su-30 pour des missions où le carburant peut chauffer. Donc, chaque jour où Kinev reste hors ligne prive l'armée de l'air russe des carburants essentiels dont elle a besoin pour maintenir ses chasseurs et bombardiers en vol. On ne sait pas quelle réserve de ces carburants spécialisés la Russie possède, mais le rythme des opérations en Ukraine suggère qu'elles ne dureront pas longtemps. Mais les problèmes de Poutine liés à Kinev durablement à l'arrêt ne concernent pas que les carburants d'aviation. Kinev est la seule raffinerie explicitement identifiée comme productrice des huiles combustibles marines F5 et F12 pour la marine russe.
Ces huiles sont essentielles pour maintenir en mouvement les grands navires de guerre comme le porte-avions à vapeur Amiral Kuznetsov et les destroyers du projet 956 de classe Sovremeni. Même si Kinev est peut-être une raffinerie plus importante avec une production 26% supérieure à Yanos, les frappes ukrainiennes sur cette dernière pourraient avoir des conséquences encore plus graves pour l'armée russe. Yanos est une raffinerie stratégique qui fournit du carburant au district fédéral central de la Russie, à Moscou, et couvre les besoins du ministère russe de la Défense. Mais c'est aussi le principal producteur russe d'une gamme spécialisée d'huile et de lubrifiants. Avec une capacité de traitement de 15 millions de tonnes de pétrole par an, ses principaux produits comprennent des essences automobiles, du gazole, du kérosène, du fioul domestique, des bitumes routiers, de couverture et de construction, des produits à base de paraffine, des hydrocarbures aromatiques, ainsi que des huiles de base pour compresseurs, transmissions et huiles industrielles. En particulier, Yanos est le seul producteur d'un gazole arctique spécialisé, développé pour répondre à une norme unique du ministère russe de la Défense. Efficace jusqu'à moins 85 degrés Fahrenheit, ce carburant atteint ses performances extrêmes à basse température sans additifs. Il repose plutôt sur des procédés de raffinage avancés, comme l'isodéparaffinage, pour garantir son fonctionnement dans des conditions arctiques et antarctiques. De plus, les huiles et lubrifiants pour turbines, équipements industriels, compresseurs et transmissions produits à Yanos sont largement utilisés dans les équipements militaires et spéciaux. Il en va de même pour les huiles de base, servant à produire des lubrifiants et huiles spéciales. En particulier, Yanos produit des huiles et des lubrifiants pour les moteurs et transmissions des chars T-90M, T-72, B-3M et T-62, toute la gamme des véhicules blindés russes et des transports de troupes blindées, des transporteurs lourds à plateforme multi-axiale utilisés pour le transport des systèmes de missiles stratégiques, des véhicules de chargement et de transport des forces de missiles stratégiques, des camions lourds Kamaz, des équipements d'ingénierie et des équipements militaires spéciaux. Mais cela ne s'arrête pas là. Yanos produit également des huiles pour les chars T-80U BVM équipés de turbines à gaz, ainsi que pour les systèmes hydrauliques et les entraînements des familles de systèmes de missiles de défense aérienne Buk, Tor et Pantsir, en plus des huiles et lubrifiants pour les turbines à gaz des navires de la marine russe. L'usine produit également des huiles pour boîtes de vitesse destinées aux hélicoptères d'attaque des séries Mi et Ka, ainsi que pour les moteurs turbopropulseurs et les boîtes de vitesse du bombardier stratégique Tu-95MS. On ignore toujours si la Russie dispose vraiment de ces huiles et lubrifiants essentiels, ni en quelle quantité. Mais une chose est sûre, chaque jour où Yanos reste paralysé, la probabilité que, dans l'ensemble des opérations, des composants essentiels de la machine de guerre russe se bloquent, tout simplement augmente. Si les chars russes sont déjà bien en dessous des attentes en termes de performance, imaginez-les sans moteur lubrifié. Les récentes frappes ukrainiennes montrent que la défense aérienne russe flanche face à l'intensification des attaques ukrainiennes. Imaginez leur vulnérabilité s'ils ne pouvaient même pas déplacer des systèmes comme le Pantsir pour repousser les frappes. Heureusement, le conflit en Ukraine n'a pas encore pris une tournure nucléaire, donc nous n'avons pas vu le système de missiles balistiques intercontinentaux RS-24 Yars en action. Mais même si cela arrivait, avec le platoformeur O, également connu sous le nom de famille de transporteurs Kamaz-Sept 1850 hors service, la capacité de la Russie à utiliser le Yars serait gravement limitée. Les variantes 12X12 et 16X16 du plateforme O servent de transporteurs érecteurs-lanceurs, ou TEL, pour le RS-24 Yars. Si vous en avez assez des mêmes informations répétées dans tous vos médias, vous êtes au bon endroit. Dans cette émission militaire, nous analysons et expliquons l'importance des gros titres militaires. Alors, abonnez-vous pour être toujours au courant de l'actualité. Maintenant, ce n'est pas seulement la composante terrestre de la triade nucléaire russe qui est compromise par l'arrêt prolongé de la raffinerie de Yanos. La composante aérienne de la triade est également menacée chaque jour que la raffinerie reste hors service. Le Tu-95MS est l'un des principaux bombardiers stratégiques de la Russie, avec environ 47 en service actif et 13 autres appareils environ en stockage, probablement inutilisables, sauf pour les pièces détachées. La flotte a subi de lourds dégâts lors de l'opération Toile d'araignée de l'an dernier. Environ 6 à 8 Tu-95MS ont été détruits et un autre gravement endommagé lors de ces frappes sur les bases aériennes d'Olenia et de Belaya où ils étaient stationnés. La Russie ne peut pas se permettre d'en perdre plus. Le Tu-95MS transporte le missile de croisière nucléaire Kh-102, le missile de croisière à longue portée Kh-55, capable d'emporter une ogive nucléaire, ainsi que le missile à lancement aérien à plus courte portée Kh-15, doté de capacité nucléaire. Il transporte également des missiles de croisière conventionnels Kh-101, avec lesquels il terrorise régulièrement l'Ukraine.
Mais le bombardier doit être en vol pour lancer ses missiles, et cela n'arrivera pas si ses moteurs turbopropulseurs et ses boîtes de vitesse ne peuvent pas être correctement lubrifiés parce que la raffinerie qui produit l'huile nécessaire est partie en fumée. Même si la durée du rétablissement des deux principales raffineries reste incertaine, il est improbable qu'elles soient définitivement hors service. Ce sont des installations gigantesques, avec Janos occupant 809,1 hectares d'installations de traitement. Donc, quelques frappes, surtout avec des drones longue portée transportant des charges relativement petites, ne suffisent tout simplement pas à anéantir une installation aussi énorme. C'est pourquoi l'Ukraine mise sur la quantité, pas forcément sur la qualité. L'Ukraine frappe régulièrement ses installations. Les dégâts et le coût des réparations augmentent, tout comme les pertes de revenus liées à l'arrêt de la production. Les frappes du 28 mars contre Janos à Yaroslavl sont la deuxième attaque majeure contre cette installation. La première, le 12 décembre 2025, a endommagé l'unité AVT4 qui représente environ un tiers de sa capacité, ainsi que le quai de chargement du pétrole. Comme en mars, des sources industrielles ont confirmé l'arrêt total de la production après l'attaque, bien qu'une partie ait repris avant la deuxième frappe. De même, la frappe du 26 mars sur Kinev a provoqué un incendie et endommagé deux unités principales de traitement, Elu AVT4 et Elu AVT6, obligeant Kinev à arrêter toutes ses opérations. Les installations de production de bitume de pétrole, le résidu le plus lourd issu du traitement du pétrole brut, ainsi que les principales unités de traitement du pétrole brut et les unités de fractionnement de gaz utilisées pour séparer les gaz légers après le raffinage du pétrole brut, ont également été endommagées. C'était la 6e fois que la raffinerie était touchée, certaines des frappes précédentes ayant été confirmées le 8 mars, le 14 septembre et le 4 octobre 2025. Le 8 mars 2025, les autorités russes ont affirmé qu'un drone ukrainien avait été abattu au-dessus de la raffinerie par la défense aérienne russe. Selon le gouverneur de l'oblast de Leningrad, Alexandre Drozdenko, des débris du drone ont endommagé la structure externe de l'un des réservoirs de stockage. Il a rapporté des faits similaires après la frappe du 14 septembre, déclarant que la défense aérienne russe avait intercepté 3 drones dans la zone de Kourichi et que l'épave d'un drone abattu s'était écrasée sur le site de la raffinerie, provoquant un incendie. L'incendie avait été éteint et il n'y avait pas de victimes, a-t-il déclaré. Néanmoins, Reuters a rapporté que l'attaque avait forcé l'arrêt de la production d'une unité de traitement clé de la raffinerie, responsable de près de 40% de la capacité de production de l'usine. Des sources de Reuters ont indiqué qu'un four et d'autres équipements de l'unité avaient été endommagés lors de la frappe, entraînant l'arrêt de la production. Les réparations devaient durer 1 mois, mais l'Ukraine était loin d'en avoir fini avec cette usine malchanceuse. À peine 3 semaines plus tard, le 4 octobre, ils ont recommencé. Cette fois, Drozdenko a affirmé que les forces de défense aérienne avaient abattu 7 drones au-dessus de Kirishi, des débris ayant provoqué un incendie dans une zone industrielle, lequel a ensuite été éteint. Les drones visaient presque certainement la raffinerie Kinev, et les images de l'incendie massif suggèrent que ce soit par une frappe directe ou par des débris, la raffinerie a bel et bien été touchée. À présent, les frappes de mars 2026 semblent avoir causé les plus gros dégâts à l'installation jusqu'à présent, et rien n'indique que l'Ukraine ait l'intention de s'arrêter là. Pourquoi le ferait-elle? Les deux installations et la raffinerie de Volgograd sont essentielles pour maintenir la machine de guerre russe en marche. Des frappes régulières sur ces installations limitent la capacité de la Russie à produire des équipements essentiels, indispensables pour poursuivre la guerre. Les frappes ukrainiennes ne visent pas uniquement ces installations. Dans la région baltique, l'Ukraine a frappé de nombreuses cibles, perturbant les opérations militaires et civiles russes la même semaine que les frappes sur Kinev et Janos. L'aéroport Pulkovo, le deuxième plus grand de Russie et le principal aéroport international desservant Saint-Pétersbourg, a été contraint de suspendre les vols pour la énième fois lors des attaques du 26 mars. La nuit précédente, les 24 et 25 mars, des drones ukrainiens ont frappé le complexe de traitement de gaz Novotek au port d'Ust-Luga, les services de sécurité ukrainiens ainsi que les forces des opérations spéciales ayant revendiqué la responsabilité. Cette opération a suivi une frappe de drone sur le terminal pétrolier de Primorsk les 22 et 23 mars où un dépôt de carburant a été incendié. Les responsables ukrainiens voient ces attaques coordonnées comme un effort continu pour cibler les infrastructures d'exportation, finançant l'effort de guerre russe et soutenant les exportations mondiales de pétrole et de gaz. Les frappes contre les infrastructures énergétiques russes ont été à juste titre surnommées des sanctions cinétiques, et elles font mal.
les perturbations des exportations russes et le chaos provoqué dans la société russe par les interruptions de voyage ont sans aucun doute un impact sur la capacité de la Russie à faire la guerre et à maintenir la population mobilisée pour soutenir la guerre en général. Mais les frappes contre les 3 principaux sites qui approvisionnent son armée en carburant et lubrifiant font encore plus mal. Les dégâts sur la distillation primaire et les craqueurs catalytiques ont diminué la production de carburant militaire. La frappe de Kinev en mars 2026 à elle seule a supprimé plus de 6% de la capacité de raffinage de la Russie et a perturbé l'approvisionnement du nord-ouest de la Russie pour une durée indéterminée. Fait crucial, les frappes ont également perturbé l'approvisionnement des territoires occupés à l'intérieur de l'Ukraine, ralentissant et, dans certains cas, semblant arrêter l'offensive de printemps russe déjà chancelante. Ces attaques contre les raffineries, ainsi que de nombreuses autres, ont mis hors service entre 15 et 40% de la capacité de raffinage de la Russie à différents moments, forçant Moscou à réduire ses exportations de carburant et à puiser dans ses réserves pour répondre à la demande intérieure, surtout pour son armée. La baisse des revenus pétroliers limite le financement de la guerre par Poutine et entraîne une hausse des prix du carburant, accentuant le mécontentement populaire. Et cela a forcé la Russie à adopter une posture défensive. Les frappes sur des raffineries situées plus profondément à l'intérieur de la Russie ont forcé Poutine à réallouer ses ressources de défense aérienne déjà limitées pour les protéger. La Russie a même été contrainte de mobiliser des réservistes pour faire fonctionner ces systèmes. Plus de systèmes de défense aérienne à l'intérieur du pays signifie moins de disponibilité sur le champ de bataille, ce qui constitue un avantage évident pour l'Ukraine. Mais plus ces raffineries restent hors service, plus la pression augmente sur les parties opérationnelles qui alimentent la machine de guerre russe. Poutine ne peut tout simplement pas se permettre de continuer à envoyer des chars, des véhicules blindés, des systèmes de défense aérienne et même son armée de l'air au combat si le pétrole nécessaire pour les faire fonctionner et les lubrifier n'est pas disponible. Plus l'Ukraine frappe ses raffineries, plus elle affaiblit fondamentalement la capacité de la Russie à continuer de lui faire la guerre. Il semble évident pour l'Ukraine de continuer à les frapper, à moins que ses alliés ne parviennent à la convaincre de ne pas le faire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà laissé entendre que certains partenaires ont commencé à faire pression sur lui pour qu'il réduise l'intensité des frappes ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes. La raison, bien sûr, n'a rien à voir avec une quelconque sympathie pour la Russie. Les approvisionnements en pétrole se raréfient dans le monde entier en raison de l'impasse dans le détroit d'Ormuz. À contre-cœur, les nations occidentales ont été contraintes de permettre temporairement le retour du pétrole russe sur le marché afin de maintenir la stabilité de l'économie mondiale en empêchant les prix du pétrole de grimper encore davantage. L'Ukraine pourrait devoir suspendre ses frappes quelque temps, pas seulement pour des raisons diplomatiques. Avec le temps, la hausse des prix du pétrole finira inévitablement par avoir des répercussions en Ukraine. En Ukraine, comme partout ailleurs. Mais si le choc d'approvisionnement ne dure pas trop longtemps, on peut s'attendre à voir encore plus de boules de feu pétrolières illuminer le ciel russe, surtout au niveau de ces 3 raffineries si cruciales pour l'armée russe. À condition toutefois que Volodymyr Zelensky écoute d'abord les appels de ses alliés à ralentir ses frappes. Même s'il le fait, l'Ukraine a encore beaucoup d'autres tours dans son sac. Regardez cette vidéo sur une stratégie innovante qui pourrait mettre fin à la guerre à l'avantage de l'Ukraine.